Il y a une part de lumière et d'ombre en chacun de nous. Ce qui compte, c'est celle que l'on choisit de montrer dans nos actes. Ça, c'est ce que l'on est vraiment. Tout commence à partir de l'enfance, à partir de notre éducation, des gens qui nous entourent, de l'amour que l'on décide de nous porter. Toutes ces choses qui vont nous aider à nous construire. Ensuite, c'est là que chacun d'entre nous vont prendre des décisions. Et tout au long de notre vie, il y aura cette balance qui pèsera le pour et le contre, le bien et le mal. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un individu qui a fini par sombrer et devenir ce qu'il y a de pire en lui. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Today, I'm gonna to show you something horrible. Now, just listen my voice and stay safe. Je sais pas pourquoi je me mets à parler anglais. I don't understand what I mean. I'm just a crazy man. Oh, le Mogo se sent anglophone aujourd'hui. Je sens que ça va très bien se passer. Je sens qu'on va passer un putain de moment ensemble, mes amis. Alors plus que jamais, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Né le 14 mai 1997, Daniel Marsh est un enfant qui ne va pas avoir une existence facile, ni pour lui, ni pour les autres, bien au contraire. On ne sait pas grand-chose de sa petite enfance, mais à partir de ses 10 ans, en 2008, on a un peu plus d'informations. Ses parents Bill et Sherry Marsh vont subir un divorce très litigieux après que la maman de Daniel soit tombée amoureuse d'une autre personne. Et cette personne-là était la maîtresse de maternelle de son fils. Elle travaille alors au service des travaux publics de la ville de Davis, dans laquelle la petite famille réside. Après le procès du divorce, c'est Bill qui reçoit la garde de Daniel. Ce dernier fera des allers-retours réguliers entre la maison de sa mère et celle de son père. Sherry n'est pas une mauvaise mère, mais elle a une certaine accoutumance envers la marijuana. Elle était depuis déjà quelques temps sous certains médicaments assez puissants pour certaines raisons. Il faut dire que son état de santé et sa toxicomanie sont à un tel niveau qu'un jour, elle fut retrouvée inconsciente dans sa maison. Après le divorce de ses parents, le petit Daniel est élevé par son père, qui est un homme qui n'a pas non plus une santé de fer. Depuis quelques années, il a quelques problèmes cardiaques et il peut vite se sentir très fatigué. La situation n'a pour le moment jamais été réellement dangereuse. Mais c'était sans compter le fait qu'il y avait encore un adulte qui pouvait réagir en cas de gros problèmes. Sa femme. Mais maintenant, il se trouve seul avec son fils de 10 ans. Et le scénario le plus dramatique qui pouvait se présenter se présenta. Le 9 novembre 2009, Bill est victime d'une attaque cardiaque alors qu'il est seul avec Daniel dans la maison. Tout de suite, encore debout et suffisamment énergique, il demande à son fils de vite monter dans la voiture pour se rendre à l'hôpital. L'hôpital se situait heureusement à quelques minutes de là. Mais durant le trajet, une nouvelle attaque foudroie violemment le cœur de Bill. Et cette fois-ci, c'était bien plus grave. Il lâche le volant et perd connaissance, faisant un arrêt cardiaque. Daniel va alors faire preuve de réflexes incroyables pour son jeune âge. Voyant la situation, il attrape le volant du break de son père pour l'emmener hors de la circulation. Dans l'incapacité de freiner, il n'a pas d'autre choix que de foncer dans un mur lorsque le véhicule est à peu près lent. Ensuite, il se tourne vers son père et le voit inconscient. En quelques secondes, il se rappelle alors ce qu'il avait vu dans des films à la télé. Vous savez, le moment où les sauveteurs appuient très fort sur le torse des gens inanimés pour les ramener. Daniel se met à frapper sur celui de son père de toutes ses forces. Et ça fonctionne, le cœur de Bill repart. Son fils venait de lui sauver la vie. Après cet événement, le jeune garçon reçoit un prix par la Croix-Rouge. Et son acte est célébré comme héroïque. Son père est très fier de lui, tout comme les gens de sa famille et de la ville de Davis présents ce jour-là. Une année passe et Daniel se met à développer un comportement assez étrange. Il a des idées très sombres et il en parlera à l'âge de 11 ans à un psychologue scolaire. Il lui annonce avoir beaucoup de colère en lui, en particulier envers les autres. Selon lui, depuis ses 10 ans, il fait des rêves dans lesquels il assassine des gens. Et en plus de ça, il n'aime pas la maîtresse qui lui a volé sa maman. Il veut l'étrangler. Eh Daniel, on se calme. Complètement marteau ce petit. Quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à ce petit extrait que vous devez connaître. Pas comme ça que ça doit se passer? Ça doit se passer comment? Mal. Mal? Ça veut dire quoi ça doit se passer mal? Je vais t'étrangler.
Le pire, c'est qu'il a un petit air de ressemblance. Enfin bref, continuons. Plus sérieusement, tout ce que le petit est en train de dire est très préoccupant. Et c'est à partir de là qu'on aurait dû faire extrêmement attention, parce que la suite des événements, la suite de cette histoire, est tout simplement horrible. Bref, je reprends. Daniel n'aime pas la maîtresse et veut la voir mourir. Un médecin lui diagnostique alors un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. En août 2010, Daniel reçoit sa première prescription d'un antidépresseur particulièrement fort. Il s'agit du Zoloft et son médecin l'estime nécessaire en son cas. En octobre 2011, l'état de Daniel se détériore et il finira par être diagnostiqué anorexique mental. Le mois suivant, il est placé dans un programme ambulatoire intensif pour traiter la maladie. Le jeune homme âgé de 14 ans était descendu à 42 kilos. Daniel est alors hospitalisé pour son trouble de l'alimentation à l'hôpital de Berkeley du 29 décembre 2011 au 25 janvier 2012. Il est placé sous plusieurs médicaments, dont des antipsychotiques comme le Prozac ou la Abilify. Un médecin va noter qu'il a des sentiments de déréalisation, avec des expériences hors du corps 4 à 5 fois par semaine. La déréalisation, ça veut dire en résumé qu'on a l'impression de vivre un rêve alors qu'on est éveillé. C'est comme si tout ce qui était autour de nous n'était pas réel. C'est une réaction du cerveau face à un état de stress intense. Par moments, Daniel peut aller jusqu'à se faire du mal lui-même, jusqu'à se mutiler l'avant-bras. C'était sa manière à lui d'extérioriser la violence à laquelle il pense souvent, celle qu'il fantasme de faire aux autres. Mais il ne sait pas si c'est quelque chose qui au fond lui plairait réellement. Parfois il se dit que non, qu'il n'aime pas ses pensées, mais d'autres fois, elles deviennent irrésistibles. Et c'est plutôt cette deuxième sensation qui a manifestement tendance à prédominer dans son esprit. Les médicaments arrivent un peu à l'aider et à les réfréner, mais ils comportent aussi énormément d'effets secondaires. Cela les rend particulièrement difficiles à prendre. Peu à peu, Daniel développe un mal-être. Il semble même avoir des tendances à mettre fin à sa vie. À l'école, ça ne se passe pas très bien. Il est régulièrement moqué pour sa petite taille. Heureusement, il se fait tout de même quelques amis, et surtout un meilleur ami, Alvaro Garibay. Au cours de l'année 2012, Daniel découvre un site web très sombre qui héberge de nombreuses vidéos amateurs mettant en scène des actes sanglants réels. Il se met à consommer beaucoup de ce contenu, se fascinant pour le gore et la barbarie. D'ailleurs, Alvaro et lui partagent un certain intérêt pour les tueurs en série. Ils regardaient des reportages à la télé ou sur internet sur cette thématique. Qu'on soit bien clair mes amis, histoire de me dédouaner de toute responsabilité. Mes true crime ne sont pas réalisés pour donner des idées macabres, bien au contraire. Ils sont réalisés pour se protéger de ce qu'il y a de pire dans cette société. Et ils sont aussi réalisés pour ne pas reproduire de telles choses. Et plus encore, ils ont pour but de rendre hommage aux victimes. Bref, reprenons. En plus d'avoir des idées noires, Daniel va alimenter un blog en ligne où il lui arrive de poster des photos particulièrement horribles, mettant en scène des scènes très sanglantes. Petit à petit, ses amis le voient s'enfoncer de plus en plus dans ce délire très particulier, sans pour autant véritablement réaliser jusqu'où tout cela aurait pu aller. Ce qui n'est pas très étonnant parce que beaucoup ont des centres d'intérêt morbides. Et à ce que je sache, ça ne fait pas d'eux pour autant des psychopathes tueurs. C'est ce qu'aurait pu penser Alvaro à propos de son ami jusqu'à ce jour dans la rue. Alors qu'il se baladait avec Daniel, celui-ci repère un chat. Apparemment l'animal avait tendance à l'énerver. On ne sait pas vraiment pourquoi. Toujours est-il que sous les yeux de son meilleur ami, il attrape ce chat et l'étrangle à mort. Faut être complètement barjot pour faire ça. Qu'est-ce que tu fais, mec? Excusez-moi, mais je ne supporte pas qu'on touche à des animaux. Pauvre chat. Alvaro est choqué et lui demande pourquoi il a fait ça. Et Daniel va lui répondre simplement « Je sais pas, j'avais juste envie de le faire, ce chat m'énervait. » Ensuite, comme si de rien n'était, il passe à autre chose. Quelqu'un de normalement constitué, encore moins de son âge, n'aurait pu faire ça. Et encore plus avec autant de sang-froid. C'est vraiment flippant, sérieux. Alvaro, son ami, commençait à se poser des questions. Ces derniers mois, Daniel commençait à parler plus constamment avec ses amis de la torture et du meurtre, en particulier sur des personnes au hasard. Il se mettait à dessiner des images très violentes sur un petit journal en cours, avec beaucoup de détails morbides. Il lui arrivait de s'attaquer à d'autres animaux. Il avait ainsi violemment frappé un chien et tué un raton laveur. Dans un élan de confiance très mal placé, il a même demandé à son copain Alvaro s'il pouvait tuer son chien. À l'intérieur de sa tête, et ce malgré les médicaments, Daniel développe des comportements sociopathes. Devenu insensible aux images et vidéos qu'il visionne durant des heures sur internet, il s'imagine dorénavant tuer la moindre personne qu'il croise, se faisant des scénarios sanglants. Quand il s'agit d'animaux, non seulement ça me rend fou, ces actes me répugnent. On sait très bien que ça commence avec ça, et plus le temps passe,
plus ça va aller plus loin. On avait l'impression qu'il avait une soif de sang et qu'il ne voulait plus s'arrêter. C'est juste malheureux de voir tout ça. Et de voir un petit sombrer dans de telles horreurs. Pour s'ajouter à tout ça, le garçon de 14 ans se met à consommer de l'alcool et à fumer de l'herbe de temps en temps. Tout ça a le don de mettre son père de très mauvaise humeur, d'autant plus ayant connu son ex-femme toxicomane. Un jour, Daniel rentre à la maison complètement ivre et défoncé. Pour Bill, c'était la fois de trop. Il décide tout simplement de jeter son fils hors de la maison. Après cet événement, Daniel ne verra que plus rarement son père. Au début de l'année 2013, il est prescrit à Daniel Marsh un énième médicament, le Wellbutrin. C'est aussi un antidépresseur qui dispose également d'un effet de sevrage tabagique. En janvier, il est convoqué par le psychologue scolaire et il va expliquer qu'il a des idées de meurtre envers ses camarades de classe. Lorsque le psy lui demande s'il va passer à l'acte, Daniel répond « J'ai pleinement conscience que je pourrais blesser des gens ». Après cette déclaration plus qu'inquiétante, l'école décide tout simplement d'appeler la police. C'était la deuxième fois que cela arrivait. L'année dernière, des agents étaient déjà venus à cause des sombres confidences du jeune Daniel. Mais suite à ça, il a été de nouveau déterminé que le jeune homme ne présenterait aucun danger pour lui ni pour les autres. Et donc finalement, aucune autre mesure n'a été prise. Peu de temps après, Daniel a tout de même eu une autre rencontre avec le psychologue scolaire. Daniel avait décrit de manière très illustrée comment il voulait torturer des gens en pelant la peau de leurs mains et en leur coupant les paupières. Il a également confié que ses fantasmes ne faisaient qu'effleurer la surface de ses pensées et que surtout, il avait renoncé à les combattre. Des déclarations extrêmement perturbantes qui devraient déclencher un suivi plus approfondi. Mais non, car de nouveau, il ne se passera rien. Les morbides confessions de Daniel Marsh ne seront cette fois-ci pas divulguées aux autorités. Après que l'école ait jugé qu'il n'y avait pas de véritable intention ni de victime identifiée, ils n'ont rien dit. Bref, Daniel Marsh ne semble pas rencontrer d'obstacles concrets face à sa folie. Une folie qui s'accroît de jour en jour, de mois en mois. Il se met de parler de scénarios de meurtre en série à l'école. Et manifestement, il voulait devenir un tueur en série. Il voulait prendre exemple sur ceux qu'il voyait à l'écran, dans ses reportages. Là, il était clairement en train de songer à faire des choses horribles à l'avenir. Malgré ce contexte, il parvient tout de même à sortir avec une fille. Mais à son tour, il s'imagine de quelle façon il pourrait l'assassiner. En fait, il semble n'éprouver ni compassion, ni bienveillance envers les autres. Mis à part peut-être ses parents, et encore. Il avait eu par le passé quelques épisodes où il s'imaginait tuer sa propre mère. Mais ces phases étaient peut-être liées, selon certaines analyses des médecins, à ces médicaments particulièrement psychoactifs. Bien que noyé sous toutes ces pilules, on ressent Daniel Marsh comme étant une sorte de cocotte minute. Une cocotte minute qui chaufferait de plus en plus. Et bien que son sifflement aigu transperce les oreilles de nombreuses personnes, aucune n'ose véritablement s'occuper d'elle pour faire redescendre sa pression devenue insupportable. Pourtant, à ce rythme, elle va bientôt exploser. Cela paraît presque inévitable et les conséquences seraient alors dramatiques. À quelques minutes de la maison de Sherry Marsh, la maman de Daniel, vit un couple de retraités au 4006 Cowell Boulevard. Il s'agit de Claudia Maupin et Oliver Northup. Oliver, 87 ans, est un ancien militaire de la marine américaine et a été un avocat réputé durant 63 ans. Sa femme Claudia est une dame de 76 ans, très pieuse et très active dans son église. Ensemble, ils font partie des membres fondateurs d'une église unitarienne universaliste, un mouvement religieux côtoyé par beaucoup de gens. Claudia et son époux sont perçus comme des gens admirables, rayonnants, très respectés et appréciés du voisinage et de leurs amis. Ils sont particulièrement actifs tous les deux malgré la retraite. Oliver fait même partie d'un groupe local de musique folklorique du nom de Putah Creek Crawdads et il se produit régulièrement lors de fêtes populaires. Claudia est mère de 3 enfants d'une précédente union et son mari en a 6 de son côté. Régulièrement, leurs enfants viennent les voir, ainsi que leurs petits-enfants. Claudia et Oliver sont comme une grande famille recomposée, qui s'entend à merveille. Le week-end du 13 avril, leur programme était assez chargé. Beaucoup d'amis à voir, et 2 représentations avec le groupe, une le samedi et une le dimanche. Là, il est samedi soir, et le couple s'installe dans sa chambre après une journée riche en émotions. Dans leur chambre, lorsque Monsieur Northup et Madame Maupin éteignent leur lumière pour aller se coucher, ils ne s'imaginent pas que c'est la toute dernière fois qu'ils se souhaitent bonne nuit. Comment pourraient-ils s'imaginer que dans le silence nocturne de leur quartier si tranquille, un jeune garçon allait bientôt errer, assoiffé du sang d'inconnus. Entre 2 et 3 heures du matin, dans une des chambres de la maison de Sherry, un jeune homme aux longs cheveux blonds s'active. Daniel Marsh s'habille de vêtements noirs, puis sort de chez lui pour se balader dans le quartier de Davis, habituellement très calme à cette heure.
Avec lui, il a amené un couteau de chasse à la lame très aiguisée. Il a également pris du ruban adhésif et une cagoule noire de ski. Son cœur bat rapidement, car il n'a qu'une idée en tête. Trouver une maison avec une porte ou une fenêtre ouverte pour s'y introduire. Après avoir fait le tour d'une bonne quarantaine de maisons, il tombe sur la maison d'Oliver et Claudia. Il parvient à ouvrir une fenêtre qui n'est pas verrouillée. Il place un morceau de ruban adhésif sous chacune de ses chaussures pour les empreintes. Une fois que c'est fait, tout doucement, il entre. Une fois à l'intérieur, tout est sombre et silencieux. Un seul bruit, léger, vient troubler le calme ambiant. C'était des ronflements. Celui qui aura très bientôt 16 ans va se mettre à suivre ces bruits jusqu'à la chambre du couple endormi. Daniel Marsh y entre et se retrouve debout face au lit, devant les retraités. Il était juste au-dessus de leur visage. À ce moment précis, il se décrit comme étant nerveux mais exalté, en pensant ce qu'il s'apprête à faire. Il sort son couteau et reste sans bouger pendant presque 10 minutes à regarder Oliver et Claudia dans la pénombre. Mais soudainement, Madame Maupin se réveille. Elle distingue la silhouette noire qui l'observe et se met à hurler. Daniel n'hésite pas une seule seconde de plus. Il poignarde Claudia à maintes reprises qui crie et appelle à l'aide. À cause du bruit, Oliver se réveille, encore complètement à l'ouest par son sommeil. Il n'a malheureusement pas le temps de réagir que l'adolescent lui met un coup de couteau à la gorge. Là encore, il n'a pas hésité une seule seconde. Il lui met un coup de couteau à la gorge, le rendant incapable de se défendre lui-même ou son épouse face aux autres assauts. Après leur mort, Daniel continue de donner de violents coups de couteau au corps ainsi qu'à les frapper. Tout ce qui suit est d'une extrême violence qui sont très dures à entendre. Donc je préfère vous prévenir, ça va être encore plus sombre. Là, on peut le dire, il était au sommet de sa folie et il continue de commettre des actes monstrueux. Il aurait pu s'en rendre compte et s'arrêter là. Mais non, il va tout simplement continuer. En tout, il distribue plus de 60 coups de couteau à chacun. Ensuite, Daniel décide d'éventrer et de disséquer le couple encore allongé dans une mare de sang. Comme dans une sorte d'expérience morbide, il découpe une partie de la jambe et du ventre de Claudia. Il va ensuite extirper de la graisse afin de l'examiner. Il ouvre également le front d'Oliver pour voir ce qu'il pourrait y trouver. Il voulait aussi savoir la sensation que ça pourrait lui procurer. Il essaie également d'extirper un œil à l'aide de sa lame, mais sans succès. Pour finir, il décide de placer un téléphone portable dans le corps de Claudia et un gobelet en verre dans le corps de son époux. Cette étrange action avait pour but selon lui d'emmerder les gens qui enquêteraient. En sortant de la maison, Daniel Marsh déborde d'endorphine. Ses vêtements sont couverts de sang et il vient de vivre le sentiment le plus agréable qu'il n'a jamais vécu jusqu'ici. C'était même plus fort que le sexe selon ses dires. Son plaisir avait atteint son paroxysme au moment où ses victimes étaient encore conscientes et résistaient. Ce sentiment pervers de plénitude persistera pendant plusieurs semaines dans son esprit. Le lendemain, le dimanche 14 avril 2013, Oliver Northup ne se présente pas à la représentation du groupe prévue plus tôt dans la journée. Le directeur en charge de cette dernière décide alors de contacter une des filles de Claudia Maupin dimanche soir. Cette dernière essaie de les joindre par téléphone mais n'y arrive pas. Ni sa mère ni son beau-père ne répond. Alors elle se rend directement sur place, mais même là, personne ne répond. Elle a beau frapper à répétition, mais personne ne viendra lui ouvrir la porte. Devant la maison, elle ne parvient pas à voir clairement à travers les vitres de la résidence sombre, mais elle sent bien que quelque chose cloche. Elle dispose d'un double des clés, mais elle n'ose pas entrer. Elle a comme un très mauvais pressentiment, donc elle décide d'appeler la police. Vers 21h, des agents arrivent sur place. Ils font d'abord le tour de la maison par le jardin. Finalement, ils remarquent les corps à travers une fenêtre, à l'aide d'une lampe de poche. Ils trouvent également une fenêtre ouverte. Un mandat est rapidement établi et la résidence est déclarée scène de crime. Pour la police, il n'y avait aucun doute. C'était clairement un meurtre commis par quelqu'un qui est entré par effraction. Une enquête de plusieurs semaines vient de débuter. Cet acte semble être l'œuvre d'un professionnel, et pour cause. Les agents ne trouvent absolument rien qui puisse l'identifier. Pas un cheveu, ni une empreinte, ni quoi que ce soit. Quelques semaines passent et plusieurs dizaines d'enquêteurs travaillent sur l'affaire, qui se révèle particulièrement difficile au vu du peu d'indices. Pour mettre toutes les chances de son côté, la police de Davis ouvre une ligne téléphonique. Ainsi, ceux qui souhaitent aider pourront apporter des éléments. La famille des victimes, leurs amis et les voisins sont nerveux. Ils sont nerveux car ils ont désormais peur du mystérieux tueur qui attaque peut-être de façon aléatoire dans le quartier. En premier lieu, les policiers choisissent de se tourner vers la grande famille recomposée de Claudia et Oliver. Leur mort était peut-être liée à une querelle. Les autorités se doivent de vérifier chaque hypothèse. C'est de cette façon que Tony Northup, le petit-fils d'Oliver, deviendra le principal suspect de l'enquête.
Lors d'une fouille de sa maison, la police retrouve d'étranges indices qui pourraient avoir un lien éventuel avec les meurtres. Par exemple, son appartement venait d'être impeccablement nettoyé juste après les assassinats. Ou encore, un dessin très troublant dessiné par Tony lui-même. Ça représentait un homme tenant un couteau et se tenant au-dessus de 2 enfants dans un lit. La police, loin de se douter que tous ces faits ne sont qu'une pure coïncidence, décide de tout perquisitionner chez lui, le temps de faire la lumière sur toute l'histoire. Tout ça va être une expérience très traumatisante pour Tony, qui venait déjà de subir la perte d'un être cher. Pendant ce temps, Daniel Marsh continue d'aller à l'école comme si de rien n'était. Pour l'heure, personne ne se doute que lui, un adolescent de même pas 16 ans, aurait eu un quelconque lien avec la tragédie du quartier de Davis. Mais Daniel jubile beaucoup trop, à tel point qu'il a besoin de s'en vanter auprès de certains camarades. Ainsi, il raconte à son meilleur ami Alvaro, qui avait eu écho de cette histoire, que c'était lui l'auteur de ces assassinats. Mais ce jour-là, son ami ne voulait pas en entendre parler. Le lendemain, cependant, Daniel insiste. Il a besoin de partager le sentiment qu'il était en train de vivre. Il en parle de nouveau à son ami et à d'autres personnes lors de la pause déjeuner. Il leur raconte qu'il est dans le journal. Après l'école, il s'adresse également à sa petite amie et lui demande si elle avait entendu parler des meurtres. Là, il va beaucoup trop loin. Il se met à décrire chaque détail, dont la façon où il avait tué le couple. Il était en train de sourire en disant à quel point il se sentait bien après l'avoir fait. Le lendemain, se sentant en confiance, il décrit ses actions à son ami avec ces mêmes détails, souriant à nouveau et affirmant que c'était la meilleure expérience qu'il ait jamais eue. Son ami décide d'esquiver à nouveau la conversation, mais le prend beaucoup plus au sérieux cette fois-ci. Il décide d'en parler avec la petite amie de Daniel, et ensemble, ils commençaient à se rendre compte de la gravité de la situation. Peut-être qu'il avait vraiment fait ce qu'il raconte, et que ce n'était pas des histoires. Mais malheureusement, ils ne font rien de cette information. Ils ont peur, car si tout ceci est réel, c'est un monstre qu'ils ont devant leurs yeux. Et ils craignaient de ce qu'il pourrait leur faire subir si jamais ils parlaient à quelqu'un d'autre. Une aura vient de se créer autour de Daniel, une aura très dangereuse. Les semaines passent et le sentiment de bonheur du jeune tueur est toujours présent. Mais il sait que bientôt, ce sentiment s'estompera. Il faut l'entretenir, le faire vivre. Alors une nuit, il s'esquive à nouveau du domicile familial pour se promener dans le quartier, à la recherche de nouvelles proies. Mais cette fois-ci, il laisse le couteau à la maison et préfère la batte de baseball, pensant que s'il se fait attraper, personne ne fera le lien entre lui et le meurtre du couple. Je vous vois venir, bande de fourbes. Mogo Junior n'a rien à voir avec cette histoire. Il est tout doux et gentil. Enfin bref, je continue. Daniel entreprend d'en finir avec le peu d'humanité qui lui reste, en décidant volontairement de se laisser envahir par une seule obsession, celle de faire souffrir, celle de tuer. Cette nuit-là, cependant, il ne trouve personne à attaquer. Mais Daniel n'en restera pas là. Il a besoin de cette adrénaline et il repense à son ex-petite amie. Lorsqu'il faisait l'amour avec elle, il avait certaines pratiques consensuelles qu'il appréciait. Lui serrer fortement le cou par exemple pour simuler l'étouffement ou d'autres actes brutaux. Il y a quelques années, il avait aussi songé à la tuer. Daniel avait pris l'habitude d'emmener son couteau de chasse en classe. Alors un jour, Alvaro décide de prévenir à l'école. Cela entraînera la suspension de son ami pendant quelques temps. Le 4 juin, la petite amie de Daniel Marsh décide de rompre avec lui parce qu'elle se sentait trop intimidée par son comportement. 1 ou 2 semaines plus tard, vers minuit, Daniel se faufile dans sa maison par la porte du chien. Une action assez étrange qui lui fera craindre pour sa vie. Cette dernière parlera de cet incident à Alvaro, qui prendra un peu plus tard la décision de parler des histoires de meurtre au père de Daniel, Bill. Malheureusement, il n'y croira absolument pas. Enfin, Alvaro décide d'appeler le 911. Il déclara plus tard qu'il avait pris la décision de contacter la police à ce moment-là parce que Daniel avait dit avoir envie de tuer à nouveau. Après cet appel, Alvaro est convoqué et interrogé au poste de police pendant plusieurs heures. Puis Daniel est enfin arrêté le lendemain, le 17 juin 2013, environ 2 mois après les assassinats. Ce jour-là, la police le place en garde à vue pour l'interroger. Au départ, Daniel nie l'accusation en bloc. Il a quelques problèmes avec la violence, mais ce n'est pas lui qui a tué Oliver et Claudia. Ça, c'est ce qu'il était en train de dire, et il s'est mis à supplier les policiers de le croire. Il disait qu'il n'avait strictement rien à voir avec tout ça. Mais les antécédents et le profil du jeune homme ne jouent absolument pas en sa faveur, c'est même l'inverse. Les enquêteurs ont le temps. Durant plusieurs heures, ils le travaillent patiemment au corps en cherchant à tout savoir de lui. Ils vont lui poser des questions concernant son enfance, le but étant de le fatiguer et de le repousser dans ses retranchements, afin de voir si ses versions restent les mêmes. Et cette méthode va finir par payer. Au bout de 3h35 d'interrogatoire, Daniel finit par baisser une partie de sa garde. Lorsque l'agent assis face à lui demande une énième fois pourquoi il mentira à la police, le garçon craque sous l'émotion et il bafouille. « J'ai tellement peur en ce moment.
Bien sûr que je vais faire tout ce que je peux pour essayer de dire que je n'ai pas fait ça. En entendant cette réponse, l'agent regarde Daniel dans les yeux. Ils savent tous les deux qu'ils s'apprêtent à se livrer. Le véritable interrogatoire allait commencer. Plus vulnérable que jamais, Daniel enchaîne. Si vous voulez m'aider, alors ne gâchez pas ma vie. S'il y a quelque chose, envoyez-moi à l'hôpital psychiatrique. Par la suite, dans une longue déclaration de 165 pages retranscrite par la police, Daniel va tout avouer en donnant tous les détails. Il va expliquer de quelle façon il s'était introduit dans la maison de ses voisins retraités et comment il les avait regardés dormir avant de leur porter les coups mortels. Puis il expliquera les intentions qui l'ont poussé à placer des objets dans leur corps pour embrouiller l'enquête. Mais Daniel va encore plus loin. Il explique à l'agent que pour lui, tuer est un besoin irrésistible. Cette nuit, il avait perdu le contrôle. C'était très grave, mais après, il se sentait tellement mieux. D'ailleurs, les semaines d'après à l'école, son comportement et ses notes étaient plus positifs. Il raconte aussi que lorsqu'il rencontre quelqu'un, la première chose à laquelle il pense, c'est de quelle façon il pourrait bien la tuer. C'est simple, il ne ressent aucune empathie ni sympathie envers les autres. Il ne ressent que de la haine ou un intérêt égoïste. L'agent, visiblement intrigué par cette déclaration, lui pose une question. Moi, par exemple, de quelle façon me tueriez-vous ? Dans le plus grand des calmes, Daniel lui répond alors « Il y en a beaucoup. Je vous étoufferai à mort avec votre cravate. Ou alors, je frapperai votre visage dans le miroir jusqu'à ce qu'il se brise. Ensuite, je vais attraper un morceau de verre et vous trancher une artère. Mais... il n'y a rien de personnel, hein. Pour finir, il déclare que toutes les preuves sont à disposition des enquêteurs dans le garage de sa mère. Ses vêtements ensanglantés qu'il avait gardés en souvenir, ainsi que son couteau. Selon certains articles, Daniel s'est dit choqué de s'être fait dénoncer par son meilleur ami. Il pensait manifestement qu'il partageait le même état d'esprit, à savoir le plaisir de tout ce qui pouvait toucher au meurtre, au sang et au tueur en série. Sur cette question, Daniel semble visiblement déconnecté sur ce qu'il pouvait réellement partager avec ses proches. L'interrogatoire est terminé et Daniel est envoyé en détention provisoire en attendant son jugement. Suite à son arrestation, c'était un soulagement pour une grande partie du voisinage, qui peut enfin mettre un visage sur le tueur aux cibles aléatoires. Il était temps maintenant de condamner Daniel pour les actes horribles qu'il avait commis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'une affaire avec de telles atrocités. Ici, ça ne s'arrête pas juste à un meurtre, ça va encore plus loin avec des actes malsains et horribles. Daniel, il est plus que temps de te faire enfermer et de soigner le mal qui est en toi. Durant son procès, Daniel et ses avocats utilisent comme défense la folie mentale. En outre, comme il n'avait pas 16 ans au moment des meurtres, l'accusé devrait être jugé comme un mineur et bénéficier d'une peine plus légère. Ce que souhaite sa défense, c'est qu'il puisse espérer avoir une libération conditionnelle à partir de ses 25 ans. Ils veulent tous miser sur une loi récente des États-Unis, la loi SB 1391 qui concerne les mineurs. Mais le tribunal ne voit pas les choses de la même façon. Pour eux, c'est un garçon dangereux et sociopathe. Il savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il a tué, et il l'a même planifié en préparant son couteau, ses vêtements et son ruban adhésif. Lors du procès, le juge trouve les meurtres si horribles, si atroces qu'il décide même de juger Daniel comme un adulte, le considérant totalement responsable de ses actes. Il en a le droit, même si ce jugement va être beaucoup remis en question pendant plusieurs années après toute cette histoire. Et le 26 septembre 2014, alors qu'il n'a que 16 ans, le verdict tombe. Daniel Marsh est condamné à 52 ans de prison, mais admissible à une éventuelle libération conditionnelle après les 25 premières années. Il pourra même être libéré à l'âge de ses 25 ans, en 2022, du fait de la fameuse loi SB 1391. Mais rien n'est encore sûr, le dossier sera peut-être réexaminé sur demande. Son lieu de détention est désormais fixé. Il sera incarcéré à l'établissement correctionnel R.J. Donovan dans le comté de San Diego en Californie. Maintenant, on va reparler des victimes. Les meurtres de Claudia et Oliver ont conservé un statut très médiatisé en raison de leur nature choquante et horrible. Ils ont eu une incidence sur le débat sur les politiques entourant la détermination de la peine des jeunes délinquants. Mary Northup est la fille de Oliver et la belle-fille de Claudia. Bien que très bouleversée par ce crime odieux, elle fut la cible de sentiments contradictoires lorsqu'elle a appris que le tueur n'avait que 16 ans. Pour elle, les tueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens doivent payer pour leurs actes. Mais lui, ce n'est qu'un enfant. Elle a longuement douté sur ses convictions et par rapport au comportement qu'elle devait avoir face à toute cette histoire. Plus tard, elle déclare avec un
sourire nostalgique toutes les choses suivantes. Mon père avait une expression. Il disait « À 16 ans, ils devraient mieux savoir, mais ils ne peuvent pas penser clairement. Si une personne commet un crime, elle doit en assumer le prix. Ou aller mieux si c'est quelqu'un qui a besoin d'aide sur le plan de la santé mentale. Mais je ne suis pas dans la vengeance, et je ne pense pas que mon père l'aurait été non plus. Je trouve ça quand même très fort de sa part, de penser tout ça. Sachant que ses parents sont partis bien trop tôt. Elle arrive à avoir une certaine compassion et ne pas penser qu'à travers la vengeance, et je trouve ça super beau. Perso, si j'avais perdu mes 2 parents, je ne sais pas comment j'aurais réagi, et sérieusement je ne sais pas si j'aurais eu la force qu'elle a dans sa tête. Donc franchement pour tout ça, respect à elle. Avant de terminer cette histoire, revenons une dernière fois vers Tony Northup, le petit-fils d'Oliver. Il était apparu comme un suspect dans l'affaire à cause de certains concours de circonstances qui plaidaient en sa défaveur. Si la police l'a finalement dédouané de l'assassinat de Claudia et de son grand-père après avoir trouvé le coupable, ce ne sera pas le cas de certains voisins et proches. Ils vont garder des doutes à son sujet pendant plusieurs années. Ces soupçons seront insupportables pour Tony. Associés à ça des pertes financières très conséquentes, plus de 16 000 $ devront être assumés par lui et sa famille pour toutes les perquisitions faites par la police, ainsi que les frais d'avocat qui ont dû être engagés pour les procédures. Soumis à ce stress, il finira par se donner la mort dans sa maison en 2016. Ce fut une tragédie de plus au sein de la famille Northup. Cette année, en 2022, Daniel a fêté ses 25 ans. Il sera donc peut-être libéré en vertu de la fameuse nouvelle loi adoptée dans le comté. L'affaire est régulièrement examinée par les tribunaux américains, ce qui est un véritable supplice pour les familles des victimes. Mais Daniel Marsh se dit aller beaucoup mieux mentalement. Il tente encore aujourd'hui, et avec l'aide de ses avocats, d'obtenir un jugement à la hauteur du mineur qu'il était à l'époque. Il tente le tout pour le tout afin de bénéficier d'une réduction de peine. Ainsi se termine l'affaire Daniel Marsh. Comme j'ai pu le dire, on fait face à des crimes odieux qui font froid dans le dos. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé d'un tueur avec des actes aussi sombres et barbares. Aujourd'hui, ma question est la suivante. Selon vous, Daniel Marsh est-il malade psychologiquement? Et si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait expliquer suite à sa maladie mentale l'horreur de ses actes? Je sais, c'est une question très délicate, mais faut essayer de pousser plus loin la chose. Ici, je vois mal un individu sain d'esprit commettre tout ça. Être conscient et faire autant de mal autour de lui. Ici, on a un enfant qui petit à petit sombre dans une folie meurtrière. Ça en devient vital pour lui. À travers l'histoire, on sent qu'il a besoin de ça. J'attends vos avis concernant l'affaire Daniel Marsh en commentaire. Et aussi, selon vous, si on retrace son passé jusqu'à son enfance, est-ce qu'on aurait pu éviter tout ça? Si vous pensez que oui, de quelle manière vous auriez procédé? Enfin bref, cette vidéo est terminée. Merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, prenez soin de vous et vos proches. Quant à nous, on se retrouve très vite, c'était Mogota.